Bueno, como ya te había explicado, en agradecimiento a que esta sustancia cambió mi vida, lo he ido compartiendo con todas mis amistades, con la gente que me rodea, con gente que se acerca a mí y me pregunta qué has hecho para cambiar, ¿no? Tus adicciones, tus hábitos. Y bueno, tengo a David, que hoy por hoy es como si fuera mi hermano, o mucho más que un hermano, y él está dando la medicina de forma gratuita a la gente que lo necesita, a la gente que tiene algún tipo de adicción, algún tipo de depresión, o una persona que simplemente quiere encontrar su espiritualidad o tiene espiritualidad y quiere sentir o ver que hay algo más que lo que está aquí. Y bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y tenemos a José. Cet homme qui s'apprête à faire une énorme bêtise, c'est Nacho Vidal, celui qui a consacré toutes ses journées au tchoukou-tchoukou durant 26 ans, le petit protégé de Rocco Siffredi. Un grand blond avec une chaussure noire, qu'on peut qualifier de Pierre Richard du cinéma pour les grandes personnes. Et cette histoire n'est que la dernière poisse d'une longue série qui a commencé depuis les premières années de sa carrière. Nous allons parler des malheurs de Nacho Vidal dans ce TVR aujourd'hui. Ignacio Horta González. Faudrait peut-être que je demande à Théo la prononciation. Hein. Ignacio Horta González. Ignacio Horta González. Voit le jour le 30 décembre 1973 à Mataró, dans la région catalane, en Espagne. Ses parents décident de se rapprocher de leur région d'origine en déménageant à Valence. Il grandit dans un cocon douillet, petit dernier de 5 frères et sœurs. Propriétaire d'usines spécialisées dans des textiles ainsi que de plusieurs actifs immobiliers, sa famille est assez aisée. Hélas, le krach boursier de 1987, le fameux lundi noir, provoque leur faillite. C'est ainsi qu'à 14 ans, le jeune Nacho c'est le diminutif de son prénom, qui n'est pas très bon à l'école et un peu solitaire, stoppe le collège et décide d'aller travailler comme garçon de café dans le bar juste à côté de son établissement scolaire. Il flirte dangereusement avec le milieu de la drogue et fait souvent la fête, à tel point qu'il oublie de se rendre au rendez-vous le jour de son service militaire. Obligatoire à l'époque. Durant 1 an, il esquive la police militaire qui le recherche. Il finit par rejoindre les rangs de la Légion à Melilla pour éviter d'aller en prison pour désertion. Il y reste 18 mois. Et quand il a fini son service, il travaille un temps dans l'agriculture comme transporteur de haricots. En parallèle, il reprend sa vie de fêtard et donne dans la débauche en fréquentant de nombreuses dames de compagnie pour hommes seuls, argentés. C'est lors d'une fête arrosée que son regard croise celui de cette belle brune incendiaire, Sarah Bernat, une professionnelle dont il tombe immédiatement amoureux. Pour l'aider à sortir du marchandage corporel, il décide de la suivre à Barcelone. Là-bas, ils se mettent à faire des spectacles pour les grandes personnes, dans la salle Bagdad, qui est dédiée à cet art. Il est repéré par José María Ponce, directeur du Festival international de cinéma érotique de Barcelone, qui l'introduit dans le milieu des films X. Il tourne son premier film en 1997, Gore X. Doté d'un bangala de près de 22 cm, il est également repéré par un autre acteur aux dimensions TTBM, Rocco Siffredi. Il devient son petit protégé, il paraît qu'il l'appelle papa, et démarre une carrière internationale dès 1998. Et là, je vous entends... Mais Camille, tu nous as dit qu'il avait la chkoumoune, ça admet tout avec tes teasings putaclic. Oui, mais attendez, je remets un petit peu de contexte. Donc le gars devient en quelques années l'acteur le plus connu à l'international. Il sort avec les plus belles actrices, comme Belladonna ou Jasmine Rose. Belladonna dont il dira que c'était son meilleur coup. La fille avec qui il a eu le meilleur sexe. Chaud pour les autres après, hein. Il tourne pratiquement tous les jours. Tout lui sourit. Et puis, le vent commence un peu à tourner. Le début des ennuis. J'ai décidé, arbitrairement, que 2004 était l'année du début des emmerdes de Nacho Vidal, avec une anecdote que j'ai trouvée dans l'autobiographie de Madame Céline Tran, ex-Katsuni, que j'ai précédemment traité sur ma chaîne. Le lien va s'afficher ici, soyez vifs parce qu'en ce moment YouTube aime bien faire sauter mes petites vidéos. En 2004, il s'envole en compagnie de 4 actrices, la hongroise Rita Faltoiano, les tchèques Claudia Claire et Jane Darling, ainsi que la française Katsuni, pour un salon érotique à Mexico. Alors que Katsuni termine son effeuillage et Nacho signe des autographes, ils sont tous emmené sans sommation par la police. Nacho est séparé de ses collègues femmes, l'emmène dans les locaux des services de l'immigration. Commence alors pour lui un interrogatoire ubuesque. Durant 8 heures, par exemple, on lui demande comment s'appelle son livre,
combien il coûte. Le seul motif de détention semble être lié au fait qu'il a signé des autographes et pris des photos avec des fans, ce qui n'est pas un motif d'arrestation. Bon, a priori, c'était une histoire de concurrents rageux mexicains qui avaient le seum parce que ce festival-là espagnol avait mieux marché que celui qu'ils avaient organisé quelques mois auparavant. On le fouille, puis on le transfère ensuite dans une prison de Mexico, avec des prisonniers de droit commun. Ambiance Prison Break saison 3, où tout le monde se côtoie dans la prison à ciel ouvert. Il se retrouve au milieu de 1200 personnes qui dorment et défèquent par terre. Il déclare en interview que c'est le pire trou qu'il a jamais connu. La première nuit, 3 Cubains tentent de lui voler ses baskets. Il résiste et heureusement, le Pablo Escobar local qu'il avait vu à la télé la veille, le reconnaît et lance à la compagnie « C'est Nacho, le roi du no-port !» avant de lui tendre sa poche. C'est une blague, la poche. Finalement, il passera 48 heures là-bas, dans ce trou à rats, sans manger ni dormir, s'effondrant au moment de la délivrance. Ouais, bon, bah le gars, il a juste vécu un accouchement, quoi. Délivrance, 48 heures sans dormir, sans manger. Blague de daronne. Bref, il se sentira abandonné par l'ambassade d'Espagne, qui se contentait de passer des coups de fil. Sa société de production intentera une action en justice contre les Mexicains impliqués. Des histoires d'amour tumultueuses. L'année suivante, en 2005, il trouve l'amour, le grand, le vrai, aux côtés de Francesca Jaimes. Il faut dire qu'en 2004, sa relation avec Rosa Castro, une actrice vénézuélienne, s'était très mal terminée. Ils avaient eu une fille, Candela, au bout de quelques mois de relation seulement, sous l'insistance apparemment de Nacho, qui était obsédé à l'idée d'être père. Mais les deux tourtereaux s'étaient séparés assez vite. Rosa affirmant avoir subi de la violence psychologique et physique de la part de Nacho, ainsi que des menaces de son entourage. C'est un toxicomane en proie à des crises de boulimie nocturne, qui se croit supérieur, est manipulateur, vaniteux, violent, selon ses dires. Il voulait changer de vie, elle l'a cru, à tort. Sa grossesse fut horrible. Il la rabaissait sans cesse, avec des remarques sur son physique. « Ce n'est pas les seins que j'aime, ce n'est pas le cul que j'aime », disait-il sans arrêt. Il a d'ailleurs passé 2 jours en garde à vue pour violence suite à une plainte de Rosa. Mais celle-ci l'a finalement retirée à cause de pressions qu'elle aurait reçues de ses proches. Mais tout ça, c'est du passé. En 2005, il a trouvé la bonne. Dans la personne de cette jeune mannequin colombienne de 23 ans, Silvia Romero. Le 31 mai, il annonce se retirer du no-port, probablement par amour pour sa belle. Mais seulement voilà, 6 semaines après cette annonce, il est de nouveau célibataire et back in the game. C'est pas le no-port qui me quitte, c'est moi je quitte le no-port. J'ai maillé déjà. Finalement, le couple se rabiboche et Nacho arrive à convaincre Silvia de débuter une carrière dans le cinéma pour adultes. Elle prend donc le pseudonyme de Francesca Jaimes et tourne plusieurs scènes avec son mari. Un peu comme la femme de Rocco. Seulement, Silvia y prend goût, puisque ce n'est qu'en 2018 qu'elle stoppe sa carrière. De cette union naîtront 2 garçons, Léon et Nacho. Nacho changera d'ailleurs de genre, puisqu'il se considérera assez vite comme une fille, son père pensant au début qu'il était simplement pédé. Sympa le daron. Désormais, c'est une fille que l'on appelle Violetta. Un documentaire sera d'ailleurs consacré à sa transition et à sa nouvelle vie. Mais ce mariage n'est pas non plus une réussite, et il divorce en 2015. Si vous voulez connaître les gossips de sa vie, il a donné moult interviews, en espagnol, voilà, sur ses détails, sur tous les détails de sa vie entre guillemets privée, qui n'est plus si privé que ça, puisqu'il estime être un personnage public, donc voilà, il raconte pas mal de choses, c'est quelqu'un d'assez loquace. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé, je me suis vraiment focalisée sur ce qui m'intéressait, sinon ça aurait été une vidéo de 15 heures, c'est un peu long 15 heures, un petit peu long. Nacho, c'est plus de 1000 films en tant qu'acteur, durant 23 ans de carrière. Inutile de préciser qu'il s'est fait un joli pactole. Et son argent lui a causé quelques petits problèmes. La mafia chinoise. En 2012, la police espagnole enquête sur une vaste opération de blanchiment qui implique la mafia chinoise. Un banquier suisse, un financier belge et un acteur catalan de films pour grandes personnes. Comment Nacho Vidal s'est retrouvé dans cette affaire ? Ça on ne sait pas trop. Il serait question de blanchiment d'argent et de falsification de documents. Lui et sa sœur sont entendus par le juge. Cette dernière s'occupe de gérer l'administration de sa société de production. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'ils s'occupaient de fournir de fausses factures via leur société pour que des hommes d'affaires puissent récupérer en Espagne de l'argent placé dans des paradis fiscaux. Ils risquent tous les deux 11 ans de prison et 50 millions d'amendes. Nacho déclare qu'il n'est pas au courant, car il a tendance à déléguer ses affaires. Et puis, comment pourrait-il blanchir ? Lui qui ne sait pas soustraire. Alors Nacho, c'est quand même
le spécialiste des déclarations un petit peu contradictoires. Bon, pour le petit exemple, c'est pas du tout dans le script, mais j'ai entendu dans une interview, à l'intervieweur qui lui pose la question de savoir s'il est gay, ou s'il a déjà eu des relations avec des hommes, je ne sais plus, Nacho lui dit Experiencias homosexuales como tal no, porque yo primero no me gustan las etiquetas. Qu'il se considère hétérosexuel et qu'il lui est arrivé d'avoir des relations avec des femmes à pénis, ainsi que des hommes uniquement très efféminés. Físicamente hombre para mí no. He estado con muchísimas mujeres transexuales que tienen un pene y he estado con muchísimos hombres afeminados en el sentido de que prácticamente están haciendo el paso a transición, que son drag queens o no, porque no son hombres, claro, que no son hombres, o sea, que tienen 19, 20 años, que son muy afeminados, que no tienen barba, que no tienen vello, que tienen un cuerpo femenino, que tienen muchísima pluma, que son pasivos, que no son activos, que no utilizan su pene para absolutamente nada. Sí, he tenido muchísimo sexo en mi vida. Donc en gros, tu es gay, mais tu n'es pas vraiment gay parce que tu considères que les hommes avec qui tu as des relations n'étaient pas des hommes, soit c'était des femmes trans ou des hommes efféminés, du coup qui se considéraient un peu comme femmes. Trop d'informations. Et tout le temps, il joue avec les termes. Prudence un peu avec ses déclarations. C'est le sentiment que j'ai eu. Plus de 100 personnes étaient inculpées, dont le parrain de la mafia chinoise, Gao Ping. Alors je ne crois pas que l'affaire a été encore jugée, puisqu'il me semble qu'il s'est passé pratiquement 10 ans entre le début de l'affaire et le début du procès, je crois, qui était en 2022. En tout cas, j'ai vu aucun article parler d'un éventuel verdict. Sur ses réseaux sociaux, il a l'air d'aller bien. J'ai pas vu de vidéo où il parlait de ça. Affaire à suivre. Après, si vous avez des précisions, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et puis j'épinglerai ce qu'il y a à épingler. Victime d'abus. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes de gestes déplacés de la part de professionnels de santé. En 2017, sur un tournage en Colombie, il se plaint d'une douleur à l'oreille et part consulter un médecin dans une clinique à Bogota. Celui-ci lui demande de baisser son pantalon. Et il commence à le toucher. Son avocat dira qu'il a été surpris et a eu une érection involontaire, car Nacho es Nacho. Ce dernier se rhabille et prend une photo avec ce médecin, qui lui dit d'aller consulter un ORL. Un peu chamboulé par le déroulé de cette auscultation particulière, il demande à l'ORL s'il est normal d'examiner des parties génitales pour une douleur à l'oreille. Celui-ci répond par la négative. Outré, Nacho porte plainte et le médecin est suspendu. Là, on arrive vraiment au point crucial du drama, les ennuis de santé. Être honnête peut vous desservir lorsque vous êtes un acteur majeur de cette industrie. Et c'est ce que Nacho Vidal va apprendre à ses dépens en février 2019. On est en plein tournage. Nacho s'occupe de plusieurs filles, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Lorsque la dernière goutte s'écoule, mettant un clap final sur cette performance, il se sent las. Ses membres lui font mal. Il aimerait se reposer. Mais ce n'est pas le moment. Dans quelques jours, il s'envolera pour un autre continent, pour tourner. Encore. Ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est qu'il s'agit de son dernier tournage. Allô Nacho ? C'est à propos de ton test pour les IST. Tout est clean, sauf pour une maladie. Tu es positif au VIH. C'est vrai qu'il ne se sentait pas très bien, un peu fébrile, des douleurs articulaires. Mais jamais, au grand jamais, il n'aurait cru être séropo. Comment c'était possible ? Son dernier test était négatif. Et il datait d'il y a moins de 15 jours. Il l'avait refait pour se donner bonne conscience, surtout avant de partir en Colombie. Il va falloir assumer et prendre ses responsabilités. Alors, son secrétariat s'occupe de prévenir par message chacune des actrices avec qui il a tourné ces derniers jours. Il prend à sa charge de leur payer un test de dépistage par ADN, fiable des 2 jours post-exposition, et plus onéreux que le test classique. Alors, ce test-là, par ADN, c'est la norme aux États-Unis. Il ne passe que par ça. Et en Europe, on passe par le test ELISA parce que moins d'argent. Malheureusement, ça met en danger la santé des acteurs et des actrices. Dans un groupe WhatsApp, il laisse un message en anglais à des producteurs à Budapest pour les prévenir de stopper toute la production, car il a été testé positif. Très vite, il reçoit un autre appel. Il s'agit d'un journaliste qui souhaite l'interviewer, car il a appris ce qui lui était arrivé. Nacho est stupéfait. Qui donc a fait fuiter l'info ? Il ne donne pas suite et raccroche. Un autre l'appelle et lui dit qu'il est occupé. Il ne nie pas, mais ne souhaite pas parler à la presse. Sa mère de 78 ans
est aussi contactée par les journalistes, juste avant d'entrer au bloc pour une opération. Elle leur répondra que leur fils n'a pas le sida et qu'il va bien, habitué par cette menace depuis 25 ans. Son fils, Léon, l'appellera en pleurs. « Papa, je ne veux pas que tu meurs. » Nacho, dans sa vidéo YouTube d'explication, les qualifiera de rats, n'ayant pas digéré que sa mère et ses enfants soient mêlés à cette histoire. No se lo perdono ni a la periodista que llamó a mi madre ni al periodista que puso eso. Diana Rius, qui venait de commencer sa carrière, est bouleversée par cette nouvelle. Tout juste majeure, cette prise de risque pour elle est terrible. Elle explique à la presse en vouloir à Nacho. Et si son test lui revient positif, elle n'hésitera pas à porter plainte contre l'acteur. Mais aucune des 7 actrices n'a contracté le VIH. Il est soulagé. Pour avoir dit la vérité, il est insulté et méprisé. Jamais personne dans cette industrie n'avait contracté le VIH. Ah bon? Eh bien, il aurait peut-être dû faire comme les autres qui n'ont pas assumé avant lui. Disparaître. Avant que ça ne se sache. Mais ce n'est ni dans ses principes, ni ses valeurs. Nacho, lui, il assume et fait face aux conséquences. S'il n'était pas aussi fort, il aurait pu commettre l'irréparable, comme tant d'autres avant lui. Car la vague de haine qu'il a reçue fut vraiment forte et dure à encaisser. Ce n'est qu'en septembre 2019, soit 7 mois après l'annonce de sa séropositivité, qu'il prend enfin la parole pour expliquer sa version des faits et surtout faire une annonce concernant la fiabilité du test en question. Il raconte avec moult détails intimes cette période étrange où il s'est questionné sur ce qui lui arrivait. Un matin, il se réveille avec une forte fièvre, 39 ou 40 degrés. Malgré les médicaments, ça ne passe pas. Durant une semaine, il se traîne une température élevée avec des maux de ventre, des vomissements, de la diarrhée. Il se dit qu'il a sûrement une intoxication alimentaire. Et puis un jour, il sent une gêne au niveau de son fondement, des hémorroïdes extrêmement douloureuses. Une prostatite apparaît. Et puis c'est sa main droite qui se met à gonfler et le lancer terriblement. Un doute s'installe et il fait ce fameux test VIH qui s'avère positif. Or, il s'agissait d'un faux positif. Cela peut arriver lorsqu'un virus quelconque, comme celui de la grippe, interfère avec le test. Dans son cas, il s'agissait du syndrome de Reiter, un type d'arthrite réactive qui survient après une infection par les chlamydia ou la gonorrhée. Et il a eu ses IST près de 50 fois chacune. Ça veut dire qu'en 25 ans de carrière, on va arrondir, il était réinfecté tous les 3 mois. Tu serais pas un petit peu marseillais, Nacho? Ou alors... T'as vraiment la poisse. Le syndrome de Reiter provoque ainsi des inflammations au niveau des yeux, de la peau, du système reproducteur ou du système urinaire. La douleur est telle qu'il a pensé mettre fin à ses jours. Il compare le VIH à une Lada et le syndrome de Reiter à une Ferrari en termes de douleur. Certains ne croient pas en sa version. Il faut dire qu'il a attendu 7 mois avant de prendre la parole. Et 7 mois pour faire un second test en direct pour prouver sa bonne foi. Un temps suffisant pour que sa charge virale devienne indétectable grâce aux antirétroviraux et que tout test VIH soit négatif, ce qui n'atteste pas d'une séroconversion, mais simplement que les médicaments sont efficaces. Toujours est-il qu'il a dû mettre fin à sa carrière à cause de sa maladie. Il vit à la campagne, en compagnie de ses chiens et de ses chevaux, loin du monde de la noporgraphie. L'homicide. Vamos, José, José, vamos. José, José, ven conmigo, José. Cet homme inanimé que Nacho essaye maladroitement de réanimer est José Luis Abad, un photographe de mode. C'est l'ami de son cousin. Il est venu un jour de juillet 2019 pour se débarrasser définitivement de ses multiples addictions, grâce à un rituel un peu mystique que propose désormais Nacho Vidal. Cela fait plusieurs mois qu'il en fait la promotion sur ses réseaux sociaux. L'inhalation de venin de crapaud buffle permettrait de soigner les problèmes de dépression, d'addiction ou encore de se débarrasser de son ego toujours trop surdimensionné. Les glandes de la peau de ce crapaud sécrètent une substance blanchâtre, la DMT, autrement appelée la molécule de Dieu. Les chamans l'utilisent lors de rituels particulièrement encadrés. Car lorsqu'elle est fumée ou inhalée, elle provoque des hallucinations puissantes, couplées à un grand état d'anxiété ou d'euphorie. Malheureusement, José Luis Abad ne supporte pas l'expérience. Il se met à convulser, il semble avoir des difficultés à respirer. Et puis d'un coup, il ne bouge plus. C'est à ce moment
que Nacho Vidal tente un massage cardiaque. Lorsque les secours arrivent au domicile de l'acteur, il est trop tard. Le photographe est décédé d'un infarctus du myocarde. Nacho est arrêté en juin 2020. Il est entendu dans le cadre d'une enquête sur cette mort peu habituelle et pour déterminer quelle a été sa responsabilité. Il lui est reproché d'avoir camouflé les dangers de la consommation de venin de crapaud sous de pseudo-vertus thérapeutiques auprès de personnes influençables ou cherchant à soigner leur maladie ou addiction avec des traitements alternatifs. Il est libéré sous caution dans l'attente de son procès. Il clame son innocence, arguant qu'il a organisé le rituel de manière désintéressée et sans avoir procuré à José Luis Abad la substance en question. Il s'avère que le photographe n'avait pas respecté certaines préconisations. Il était arrivé en ayant consommé la poudre blanche préférée des hommes politiques, incompatible avec les alcaloïdes présents dans le venin. D'où la mauvaise réaction ayant conduit à sa mort. Finalement, il n'y aura pas de procès, le juge ayant conclu à la pleine responsabilité de José Luis Abad dans les événements qui sont survenus. Néanmoins, bien que Nacho ne soit pas poursuivi, il n'en demeure pas moins marqué par la culpabilité. Et j'aurais presque envie de terminer là-dessus et de vous dire qu'après toutes ces épreuves, il coule des jours paisibles, loin du tumulte des scandales, et bien que nenni. En octobre 2020, il est arrêté dans les rues de Valence, après avoir été signalé en train de faire des drifts. Il était sous l'emprise d'une substance psychotrope qui aurait été dissoute dans son verre lors d'une soirée avec des filles. Il n'a pas été inquiété plus que ça et a été très vite relâché. Il a quand même de la chance dans son malheur. Conclusion. La vie de Nacho, c'est une belle leçon d'optimisme au final. Malgré une succession d'événements malheureux, il ne s'est jamais laissé abattre et a toujours su rebondir. Finalement, ce n'est qu'une question d'angle. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Nacho a décidément choisi la deuxième option. C'est tout pour ce TVR, j'espère qu'il vous aura plu. Alors comme vous avez pu le constater, je me suis focalisée vraiment sur le côté poissard de l'acteur. Je ne me suis pas appesantie sur sa carrière, sur ses films, je n'ai même pas regardé la série qui lui a été consacrée. Bon, c'est pas parce que je ne voulais pas la regarder, c'est que je n'ai pas pu la regarder puisqu'elle est disponible uniquement sur des médias espagnols, on va dire, comme A13 Player, et je ne l'ai pas trouvé sur d'autres sites de streaming, donc ça a été assez compliqué pour moi de visionner ça. Donc il y a une série sur lui, si vous arrivez à la regarder, vous m'en direz des nouvelles, et partagez le lien, c'est important. Si vous avez un lien. Donc c'est quelqu'un qui est assez prolifique. Il y a une boutique en ligne avec moult petits objets sympathiques pour les adultes. Il y a matière à dire, il y a matière à raconter, mais je me suis focalisée sur un certain angle et j'espère que ça vous a plu. Depuis quelques mois, j'ai pas mal de vidéos qui sautent. Des vidéos en plus que j'ai postées il y a quand même un moment. Donc c'est encore plus frustrant quand on sait que je passe énormément de temps pour produire une seule vidéo. Donc toutes ces vidéos-là, je vais essayer de les mettre sur Dailymotion. Je vous promets rien, je sais pas si elles resteront là-bas non plus, mais en tout cas je vais essayer de toutes les mettre dessus. Et puis vous savez qu'il y aura toujours la version non censurée et en exclusivité pour les tipeurs. D'ailleurs, pour cet épisode-là, je vais rajouter un petit peu de bonus, je vais rajouter des petites images en plus, du contenu un peu plus olé olé. Et j'espère que le fait d'avoir joué au tabou XXL dans cette vidéo ne vous a pas trop compliqué la tâche pour la compréhension, parce que malheureusement il y a énormément de mots qui blacklistent les vidéos, qui les démonétisent, donc déjà ça c'est une certitude. Il y a aussi des mots qui font sauter les vidéos, des mots interdits, et comme YouTube met à jour ces guidelines, comme ils appellent, assez fréquemment, et ben on a souvent de très mauvaises surprises. J'ai l'impression qu'on est toujours obligé de marcher sur des œufs quand on est sur YouTube, ce qui est dommage, parce qu'au lieu de supprimer les vidéos, il s'agirait simplement de mettre, je sais pas, de mettre un moins de 18. C'est déjà arrivé sur d'autres vidéos qui sont disponibles uniquement pour les personnes majeures, et ça pose aucun problème, les vidéos sont encore en ligne. Et malheureusement, les dernières vidéos là, elles sautent. Alors est-ce que je suis signalée par des petits rageux? Je sais pas, peut-être, c'est le game. Sur Tipeee, vous aurez les versions évidemment non censurées, non bipées, avec du contenu supplémentaire. C'est vraiment frustrant de devoir se limiter quand on est créateur, quand on crée du contenu, et je déteste me censurer. J'ai horreur de ça. Ça oblige à être créatif, donc ça c'est sympa, mais à côté de ça, il y a aussi des moments, on a envie de montrer des images un petit peu plus explicites parce que ça étaye le propos. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si vous avez apprécié le contenu, et moi je vous dis à très bientôt. Bisous.
Vamos, vamos, José. Vamos. Allez.